Bonjour, bon réveil en ce vendredi matin. Le 7-9 commence sur Média TV au programme 2 heures d'information en continu, l'économie, la revue de presse, mais tout de suite le journal. Voici les titres. Un discours du roi Mohamed VI lu à la tribune des Nations Unies par Abdelila Ben Kiran dans le cadre de l'Assemblée générale de l'organisation. Le souverain a lancé un appel au respect de la volonté de chaque pays d'édifier son propre modèle de développement. Il n'existe pas un seul et unique modèle, a indiqué le souverain. Le roi Mohamed VI qui a inauguré hier à Casablanca la nouvelle gare ferroviaire de Casaport, première du genre en termes de conception et d'équipement, construite sur une superficie couverte de plus de 33 000 mètres carrés. Cette gare est dimensionnée pour accueillir plus de 20 millions de passagers par an et 5 000 voyageurs par heure de pointe. Le choc et la colère des habitants de Kabylie après l'assassinat de l'otage français Hervé Gourdel. C'est dans cette région que le guide de haute montagne a été enlevé avant d'être décapité. Hier à Tizi Ouzou, les habitants ont organisé un rassemblement pour rendre hommage à Hervé Gourdel et pour dire que la Kabylie était étrangère à ce crime. On commence ce journal à New York où un discours royal a été lu hier depuis la tribune de l'ONU à l'occasion de la 69e Assemblée générale des Nations Unies. Un discours lu par le chef du gouvernement, Abdelila Ben Kiran. Le roi Mohamed VI a appelé au respect de la volonté de chaque pays d'édifier son propre modèle de développement, tout en précisant « Cela vaut surtout pour les pays en voie de développement qui pâtissent encore des effets de la colonisation ». Les pays occidentaux n'ont pas le droit d'exiger des pays du Sud un changement radical et rapide selon un schéma étranger à leur culture, leurs principes et leurs atouts propres, comme si le développement ne pouvait se réaliser qu'à l'aune d'un modèle unique, le modèle occidental. Il a par ailleurs préconisé que le capital immatériel figure désormais parmi les principaux critères de mesure et de classement de la richesse des États. Selon lui, les critères actuels pour noter et classer les États sont en décalage par rapport à la réalité des États du Sud. Et le roi Mohamed VI était hier à Casablanca. Il a inauguré la nouvelle gare ferroviaire de Casaport, une gare très sophistiquée. Le chantier avait démarré en mai 2008. Il a coûté 400 millions de dirhams. Selon l'ONCF, la nouvelle gare pourra accueillir plus de 20 millions de passagers par an. Les détails avec Amida Benralek. Casaport sous un nouveau jour. Le roi Mohamed VI l'a inaugurée hier. Cette gare est la première du genre en matière d'équipement. Elle est immense. Elle couvre une superficie de 33 500 mètres carrés. C'est un pôle qui vient compléter le réseau des transports de la métropole. On peut aussi la qualifier de pôle d'échange compte tenu de la conception de la gare. Comme pôle d'échange avec une complémentarité avec les autres modes de transport. Donc on pouvait le constater, il y a 2 niveaux sous-sol parking pour une capacité à peu près de 500 places avec une dépose rapide pour la facilité d'accès des passagers à la gare. Il y a un espace dédié pour les petits taxis en face de la gare. Il y a une place dédiée pour les arrêts bus. Aussi, on n'est pas loin des Nations Unies où il y a la station tram et donc moins de 5 minutes à pied la connexion entre le tram et le train. La gare est aussi dotée de locaux commerciaux, de galeries et de restaurants. Elle pourrait accueillir près de 5000 voyageurs par heure de pointe. C'est une méga structure qui allie la modernité à l'architecture traditionnelle. Un grand plus pour Casablanca. Cette gare ferroviaire va jouer un rôle très important tant au niveau du développement urbain de Casablanca qu'au niveau économique parce qu'il va offrir un cadre agréable qui accompagne le développement de Casablanca. Et nous sommes à côté de la marina, mais bien sûr à côté du grand projet touristique qui est déjà lancé par Sa Majesté. À côté de ça, nous offrons un cadre de vie, un grand cadre de vie avec les différentes activités pour les voyageurs, mais aussi pour même les citoyens. La gare a été réalisée par l'Office national des chemins de fer. Ces travaux ont été lancés par le roi Mohamed VI en mai 2008. Elle représente aujourd'hui un vrai centre tertiaire multiservice. C'est désormais une information officielle. Le ministère des Habous et des Affaires islamiques a dévoilé hier la date de l'Eid al-Adha. La fête sera célébrée le dimanche 5 octobre, à savoir dans 9 jours. C'est ce qu'indique un communiqué paru hier.
Toujours dans le Royaume, un premier forum de l'emploi à Rabat qui réunit responsables marocains et gabonais, mais aussi des étudiants au menu, des conférences et des formations pour orienter les jeunes diplômés et pourquoi pas leur trouver des opportunités d'emploi. Reportage Raja Fadli et Issam El Abari sur un récit d'Amina Benralek. Le Maroc et le Gabon se donnent la main pour combattre le chômage. Ce premier forum de l'emploi, un lieu de partage des expériences en matière de développement des ressources humaines, un pas de plus pour approcher les deux pays. Les relations entre le Maroc et le Gabon ne datent pas d'hier, mais elles se sont renforcées, surtout après la visite royale en mars dernier. Cette visite a marqué le début d'une nouvelle ère entre les deux pays dans le cadre du partenariat Sud-Sud. Les contours de ce partenariat se dessinent déjà car le Maroc s'engage à promouvoir l'emploi des jeunes marocains et gabonais au Gabon. Les deux pays ont tout prévu, à commencer par le financement de ce programme. Le fonds d'insertion pour insérer ces jeunes passe de 200 millions à 10 milliards de francs CFA. C'est beaucoup d'argent mis à disposition pour eux. J'ai parlé également des jeunes sans diplôme, sans formation, qui sont également insérés en entreprise et qui apprennent directement en entreprise le métier. Parmi les invités, les représentants de plusieurs entreprises gabonaises et marocaines. Ils ne sont pas venus les mains vides, ils ont des postes à proposer aux jeunes diplômés. Je suis venue à ce forum afin de savoir quelles sont les opportunités en fait d'embauche ici au Maroc, quelles sont les opportunités qu'on offre aux étudiants gabonais de s'insérer dans le marché du travail marocain. Sur le plan commercial, le Gabon est le 10e client du Maroc, mais aussi son 3e fournisseur en Afrique. Les plus grandes entreprises marocaines ont des filiales au Gabon, une opportunité à saisir pour les jeunes diplômés. On passe maintenant à l'actualité internationale. Aux États-Unis, le FBI affirme avoir identifié le bourreau des deux journalistes américains décapités le 19 août et le 3 septembre dernier. Les assassinats de James Foley et Steven Sotloff avaient été revendiqués par l'État islamique par l'intermédiaire de vidéos postées sur Internet. L'homme cagoulé s'y exprimait avec un accent britannique. Ce sont d'ailleurs les systèmes de reconnaissance vocale qui ont permis de l'identifier. Son nom et sa nationalité n'ont pas été dévoilés afin de ne pas compromettre la suite de l'enquête. Et la France est en deuil après la mort de Hervé Gourdel, enlevé et décapité en Algérie cette semaine. Le guide de haute montagne avait été kidnappé dans la région montagneuse de Kabylie. Là-bas, c'est la colère qui domine chez les habitants. Hier à Tizi Ouzou, ils se sont rassemblés pour rendre hommage à Hervé Gourdel. Manal Alardari. Des Algériens brandissent des portraits d'Hervé Gourdel pour dire non au terrorisme. La décapitation de l'otage français par un groupe lié à l'État islamique a suscité la consternation de ces Algériens. Ils dénoncent la dégradation de la situation sécuritaire en Kabylie. C'est dénoncer ces assassinats abjects qui se déroulent sur le sol kabyle. Et l'insécurité qui règne en Kabylie, dont le pouvoir algérien n'assume pas ses responsabilités. C'est affreux, c'est horrible. C'est odieux, c'est inqualifiable. Voilà, c'est inqualifiable. Cet acte inqualifiable a fait couler beaucoup d'encre en Algérie. L'acte odieux, la signature sanglante de Daesh ou encore l'atroce décapitation. Les titres nationaux ont affiché en une la douleur de tout un peuple. L'islam n'a rien à voir avec cet acte terroriste. L'islam est une religion de paix. Je pense qu'il faut quand même la contribution de tout un chacun pour pouvoir éradiquer ce phénomène qui menace non seulement l'Algérie, mais je pense toute la planète. De son côté, le gouvernement algérien a promis de mobiliser toutes ses forces pour retrouver les assassins et la dépouille d'Hervé Gourdel. Selon Alger, les recherches sont en cours. Les 4 hommes qui accompagnaient le guide de haute montagne dans sa randonnée dans le massif du Djurdjura sont détenus par les forces de sécurité. Pendant ce temps, la France n'entend pas cesser ses bombardements sur l'Irak dans le cadre de la coalition menée par les États-Unis. Les Rafales français qui conduisent depuis une semaine des missions de reconnaissance ont mené hier pour la 2e fois des frappes. Dans la région de Falloujah, 4 hangars comportant du matériel militaire auraient été visés. À l'issue d'un conseil de défense, le président français a affirmé que Paris intensifierait son soutien aux forces de l'opposition syrienne qui combattent l'État islamique.
Et en Syrie, justement, la coalition s'en est pris aux installations pétrolières contrôlées par Daesh. Entre mercredi et jeudi, des avions de combat des États-Unis, d'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis ont frappé 12 raffineries. 10 des 16 avions ayant participé venaient des pays arabes de la coalition. La coalition que Londres pourrait rejoindre très vite. Le Premier ministre britannique, David Cameron, convoque aujourd'hui les députés en session extraordinaire pour voter sur une participation aux raids en Irak. Et du côté de l'État islamique, les djihadistes auraient fait exploser une mosquée à Tikrit en Irak. L'information vient de la police et est corroborée par différents témoignages. La mosquée Al-Arbaïn était connue pour être le lieu de sépulture de 40 figures de l'islam, dont des compagnons du prophète Mohammed. Elle aurait été dynamitée. L'État islamique réprouve le fait de vénérer des lieux de sépulture. Et puis, toujours à Tikrit, les djihadistes auraient également posé des explosifs dans l'église verte, une église millénaire creusée dans la roche et dont la première construction remonte au 7e siècle. On termine ce journal au Yémen où 4 membres présumés d'Al-Qaïda ont été tués hier dans un raid de drones vraisemblablement américain. Un nouveau bombardement qui intervient sur fond d'incertitude dans ce pays après la prise dimanche dernier de la capitale Sanaa par des rebelles chiites. Cette semaine, les insurgés ont pris la villa du politicien et homme d'affaires Ahmed Al-Ammar. Manal El-Ardari et Taoufik Nasseri. Une villa de luxe, de vastes jardins, une architecture de haute gamme et des meubles fastueux. Nous sommes bien dans la villa de Hamid Al-Ahmar, le chef du comité préparatoire du dialogue national au Yémen. Les rebelles chiites se sont emparés mercredi de cette demeure après leur offensive fulgurante lancée dans la capitale. Pour les Houthis, cette villa représente un véritable symbole de corruption. J'appelle Ansar Allah à remettre les biens du général Ali Mohsin Al-Ahmar et ses fils au musée de façon à permettre au peuple yéménite de voir ce que ses leaders corrompus ont volé. On ne s'attendait pas à trouver toutes ces choses dans cette maison. C'était imprévu. Tout cela a été acheté par l'argent du peuple. Ici, les rebelles se prennent en photo dans tous les coins pour immortaliser le moment. Aujourd'hui, ils veulent renverser le gouvernement puis prendre les commandes du pays qui peine depuis 2011 à instaurer un dialogue national parrainé par l'ONU. La rébellion Houthi est déterminée à atteindre ses objectifs. Les gardiens de la maison étaient ici quand les affrontements ont commencé. 4 d'entre eux ont été tués, les autres se sont cachés à l'intérieur. Nous leur avons demandé de se rendre à l'aide de haut-parleurs, mais ils ont refusé. Nous avons donc pris d'assaut la maison. Charmés par cette piscine de la famille Al-Ahmar, les rebelles ont bien profité de quelques instants de détente. Pour eux, ce lieu revient de droit au peuple yéménite. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Je vous propose maintenant d'aller voir ce qui se passe dans le pays de l'un de nos correspondants dans le monde. En direct de Paris en France, nous retrouvons ce matin notre correspondante Anne Souhaite-Moine. Bonjour. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Alors Anne, la France est encore sous le choc 48 heures après la mort de l'otage français en Algérie décapité par des djihadistes d'un groupe proche de l'État islamique. Oui, vous avez mentionné son nom depuis plusieurs jours dans les journaux. Hervé Gourdel, un véritable amoureux du Maghreb, c'est comme ça que le décrit sa famille. Randonneur de haute montagne, guide, et dont le visage est effectivement à la une de tous les journaux français et sur toutes les télévisions, depuis d'abord son enlèvement, puis sa mort dans des conditions atroces, la décapitation, les mêmes conditions que 2 Américains et un Britannique, James Foley, Stephen Sotloff, David Haines, tués et égorgés eux en Syrie par l'État islamique. Alors évidemment, vous l'imaginez, l'affaire a des conséquences en France. D'abord symbolique, les drapeaux sont en berne depuis ce matin et pendant 3 jours. Et puis si le pouvoir l'a répété, eh bien il continue de le répéter. On ne cède pas aux terroristes. On continue donc les bombardements en Irak, vous l'avez mentionné dans le journal. Et puis des mesures ont été prises, notamment depuis qu'il y a eu de nouvelles menaces proférées par l'État islamique contre la France, depuis que l'État islamique appelle à tuer des Français. Alors 3 types de mesures, Alison.
D'abord, des mesures de sécurité qui sont renforcées en France, dans les lieux publics. Alors, on n'augmente pas ce qu'on appelle, nous, le plan Vigipirate. C'est une série de mesures, mais on est très vigilant. Le ministre de l'Intérieur l'a répété. Le deuxième type de mesure, eh bien, c'est un appel qui a été lancé aux Français qui sont actuellement à l'étranger, un appel à la prudence pour le gouvernement. Je le cite, aucune zone ne peut plus désormais être considérée comme totalement sûre. Il est conseillé donc aux ressortissants français d'être prudents, surtout dans la zone sahélienne, mais aussi dans certains pays limitrophes. Alors le Quai d'Orsay, c'est notre ministère des Affaires étrangères, a décidé d'étendre de 31 à 40 pays son conseil à la plus grande vigilance. On ne connaît pas ces pays, mais d'après des sources au sein du Quai d'Orsay, il s'agirait de la Malaisie, des Philippines, de l'Afghanistan, du Pakistan, de l'Ouzbékistan, des Comores, du Burundi, de la Tanzanie, de la Somalie et de l'Ouganda. Et puis la troisième des conséquences, eh bien, c'est l'adoption en cours d'une loi dite antiterroriste. Ce texte, en fait, doit renforcer la lutte contre le terrorisme et notamment le départ de djihadistes. C'est un phénomène dont je vous parle depuis très longtemps maintenant, de nombreux mois, vers la Syrie et l'Irak. Et puis le grand problème, c'est surtout leur retour en France. Ce texte suscite beaucoup de débats. Ses détracteurs expliquent qu'elle est liberticide. Non, répond le gouvernement. Elle permettra, dans le respect des libertés, de contrer plus efficacement la menace des combattants étrangers. Alors cette loi, elle contient plusieurs mesures, comme par exemple une interdiction de sortie de territoire pour certaines personnes qui sont soupçonnées de vouloir partir en Syrie, ou encore par exemple la fermeture de certains sites djihadistes. On verra ce que ça va donner, mais je vous avoue que les spécialistes en France sont très sceptiques. Et puis un plus léger, vous vouliez nous parler d'une exposition tangéroise à Paris. Oui, alors évidemment, ça n'a absolument rien à voir depuis hier soir et jusqu'à dimanche. La Gaîté Lyrique, c'est une salle de concert et d'événements en plein milieu de Paris, autour du quartier des Halles, est à l'heure tangéroise. Un long week-end en l'honneur de la ville du Détroit, où est installé Médien TV, organisé dans le cadre de l'automne marocain, qui est donc une série de manifestations mises en place par la mairie de Paris. Alors la salle de spectacle et d'exposition parisienne permet aux visiteurs de voyager dans les lieux les plus emblématiques de Tanger, sa cinémathèque, la fameuse librairie des Colonnes, en passant par le cœur de la Casbah. Il y a des concerts, des projections qui sont prévues, des expos et puis une couscous party. Ce sera ce soir car nous sommes vendredi, ça ne vous a pas échappé. Pour l'occasion, une soirée autour de la gastronomie arabe est organisée par Melting Popot. C'est une association. Alors de nombreux cuisiniers sont invités pour réaliser des plats typiques qui vont raconter à leur manière l'histoire de Tanger avec cette influence ibérique, des traditions berbères et puis la culture juive qui est présente également. Au son des DJ et des musiciens, chacun pourra donc composer son assiette. C'est ça le fonctionnement qui a été choisi, avec donc du couscous évidemment, mais aussi de la pastilla, de la salade de poulpe ou du gazpacho. Et puis entre deux plats, eh bien, le public aura accès à l'étage, au pop-up souk, où là, eh bien, on rencontrera des dizaines de créateurs marocains, parce que ce qui est important aussi, c'est de mettre en avant le tissu économique de Tanger. Donc voilà, pendant quelques jours à Paris, c'est direction Tanger et j'aimerais bien être avec vous. De quoi vous rappeler des souvenirs, Anne. Merci, à très bientôt voilà. Sur Médien TV. À bientôt. C'est l'heure de la revue de presse. Qu'y a-t-il dans vos journaux ce matin? Tofik Anasseri s'est levé tôt pour les parcourir. Il nous parle de la baisse du taux directeur de Banque Al Maghreb ou encore de la vague de critiques qui touche l'iPhone 6. Regardez.